Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va faire un saut quantique pour notre focus. On vous emmène à la rencontre de la chercheuse australo-britannique Michelle Simons, la papesse de l'informatique quantique. C'est un peu le pape de l'information tech. Pour moi, c'est Guillaume Gralet, bien évidemment. Guillaume, les maths ont un nouvel héros, Hugo Duminil-Copin, un mathématicien français, médaille Fields, là pour 2022. À 35 ans, il rejoint donc l'autre star de l'algèbre, Cédric Villani. Ouais, et puis ce que j'adore, c'est que c'est quelqu'un de très modeste, qui aime transmettre, et il n'hésite pas à dire quand il doute, quand la recherche c'est pas toujours facile, et lui, il veut en faire un peu un sport collectif, c'est ça qui est assez rigolo, on va en parler tout à l'heure. Absolument, on y revient avec toi. Une journée pour la santé mentale et la prévention du suicide. C'est justement aujourd'hui, ce lundi 10 octobre, et ce sera l'objet de notre question du jour. Un événement qui est soutenu par les Nations Unies et l'OMS et qui fête ses 30 ans. Il veut faire de la santé mentale une priorité mondiale. Alors, comment aller plus loin que les mots MOTS et que les mots MAUX? Briser les tabous sur la santé mentale et mettre de véritables solutions sur la table. Nos invités ont des initiatives et des innovations. Tiens, pour faire avancer le débat, avec nous en plateau, docteur Fanny Jacques. Fanny, vous êtes psychiatre, membre du collectif et même présidente pour encore quelques jours du collectif Mental Tech, directrice santé mentale chez CARE. Vous dévoilez aujourd'hui notamment un cahier de tendance pour mettre en avant 10 innovations tech qui ont révolutionné la santé mentale en 2023. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup. Et avec nous en duplex également, Alizé Germain. Vous êtes porte-parole et ancienne écoutante d'ailleurs de l'association Nightline France, un service d'écoute en peer-to-peer pour les étudiants et les étudiantes. On y revient avec vous dans un instant, mais d'abord, focus. C'est la scientifique et entrepreneur qui détient la clé de l'ordinateur quantique, ou plutôt son transistor. Les recherches de Michelle Simons font bondir à l'informatique quantique tout court. Xavier Terrasse joue au chat de Schrödinger pour ce portrait spécial rôle modèle. Beaucoup l'appellent la reine du quantique. Le destin de Michelle Simons a commencé à s'écrire alors qu'elle n'avait que 8 ans. L'Anglaise a eu le déclic lors d'une partie d'échecs disputée avec son père, lors de laquelle elle l'a mis échecs et maths en 20 minutes. Mais c'est à l'âge de 12 ans que ses professeurs décèlent un niveau bien au-dessus de la moyenne en physique. D'abord chercheuse en physique quantique au laboratoire Cavendish de l'université de Cambridge, la londonienne, née en 1967, a décidé de poursuivre sa carrière en Australie, là où en 1999, un groupe de chercheurs de l'université de Nouvelle-Galles du Sud a découvert une technique qui pourrait permettre la création d'ordinateurs quantiques. Elle trouve sur le sol australien une liberté académique où on pouvait devenir très jeune leader dans son domaine. Elle permet alors à ce pays, qui lui donne l'opportunité d'avancer dans ses recherches, d'être à l'avant-garde devant les États-Unis. Désormais, à la tête d'une équipe de 70 chercheurs de haut niveau. Elle est connue pour être la première au monde à avoir fabriqué un transistor monoatome en 2012. Cette invention l'a fait entrer dans le livre des records, mais elle ne s'est pas arrêtée là. La physicienne a réuni plusieurs atomes et développé l'unité de base d'un ordinateur quantique. Avec elle, on n'est plus dans le système binaire des ordinateurs classiques. Les calculs sont bien plus importants. Cette scientifique a ainsi reçu de nombreux prix. Membre de l'Académie australienne des sciences depuis 2006, elle a reçu une décennie plus tard le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science en 2017. Mais cela ne suffit pas à son bonheur. Le profil d'une femme tout aussi exigeante qu'attachante. Son rêve, qu'avec le silicium, un ordinateur quantique puisse être commercialisé et accessible à tous de son vivant. Et retour en plateau avec Guillaume, parce que Guillaume, toi aussi, tu es totalement fan de Michelle Simons. C'est une scientifique qu'on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Et quelle occasion! Grâce à elle, on peut littéralement changer de dimension pour l'informatique quantique. Oui, c'est un véritable bond en avant qu'elle nous promet grâce à ses recherches. C'est super intéressant de voir à quel point la recherche est internationale aujourd'hui et à quel point aussi les femmes en France sont en avance, mènent la recherche. On peut le voir avec des personnalités comme Maud Vinet, Pascal Senlard ou encore Alexia Ofev qui bosse beaucoup avec Singapour. C'est super intéressant, surtout de voir
comment les États fonctionnent ensemble en ce moment pour travailler sur ces recherches d'avenir. Et puis on fait un clin d'œil aussi au JPIL, l'organisation justement internationale qui veut proposer une alternative intergouvernementale pour les recherches en matière d'intelligence artificielle et qui font aussi partie des prochains développements peut-être du quantique. Tout de suite, on ouvre notre talk première partie car vous le savez, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et pour en parler à mes côtés, Dr Fanny Jacques, vous êtes psychiatre, vous êtes toujours présidente pour quelques heures encore du collectif Mental Tech. En tout cas, vous en serez toujours membre avec CARE, dont vous êtes la directrice santé mentale. Avec nous également en duplex, Alizée Germain. Alizée, vous êtes étudiante, vous êtes porte-parole et ancienne écoutante de l'association Nightline France. Première question... Briser les tabous sur la santé mentale, c'est une proposition qui est très forte pour vos deux initiatives. Comment est-ce qu'on va, Fanny, au-delà des clichés, comment est-ce qu'on arrive à poser les bons diagnostics aujourd'hui sur la façon dont on gère la santé mentale des jeunes et des moins jeunes en France ? Alors, je pense que justement, pour briser les tabous, pour déstigmatiser, il faut en parler, il faut communiquer. Ça passe par des solutions comme Nightline, ça passe par les réseaux sociaux, qui ont maintenant vraiment une influence, par les médias, par ce genre d'émissions, et par des nouveaux outils numériques, technologiques. La psychiatrie, ça a toujours été considéré comme une spécialité un peu poussiéreuse, un peu à part, qui fiche un peu la trouille, en fait. Et donc là, les outils numériques, ils sont là pour insuffler un vent d'innovation et pour montrer que la psy, ça n'est pas que vol au-dessus d'un nid de coucou ou Black Swan et qu'il y a de multitudes de choses à y faire. Et peut-être aussi se dire que la santé mentale, le fait de la prendre en compte, c'est aussi de la prévention avant même d'aller sur le soin et l'urgence du soin. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la santé mentale, il faut savoir que c'est quand même ce qui coûte le plus cher à la sécurité sociale. Avant les cancers, avant les maladies cardiovasculaires. Pourquoi ? Parce que justement, en partie à cause de ce tabou, nous, quand on récupère les patients, ils sont déjà vraiment pas bien, parce qu'ils n'ont pas osé en parler, parce qu'ils n'ont pas trouvé de lieu d'écoute, et donc ce sont des arrêts de travail, des médicaments, etc. Donc vraiment, il faut arrêter. Il y a le curatif en santé mentale, mais là, ce qui est important, c'est de faire de la prévention. C'est important d'avoir une bonne santé mentale comme on a une bonne santé physique. On va revenir à ce chiffrage du coût de la santé mentale en France, qui a aussi un coût caché. Mais d'abord, Alizée, là aussi, briser ces tabous sur la santé mentale, essayer de revenir à la source du bien-être des étudiants et des étudiantes. C'est la proposition qui a notamment guidé la création de Nightline France. C'était en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Un service qui s'est renforcé là aussi pendant les confinements des années 2020 et 2021. L'idée d'avoir ce service d'écoute en peer-to-peer des étudiants et des étudiantes pour les étudiants et les étudiantes, ça tombait sous le sens, Alizée ? Oui, tout à fait. On a créé donc, le service Nightline, comme vous disiez, en 2017. C'était un constat d'un étudiant irlandais qui venait en France pour un Erasmus et qui s'est rendu compte que ces choses-là n'existaient pas en France et que la santé mentale était encore tabou et méconnue. Et donc, ce service qui est par pair aidance, donc c'est des étudiants qui viennent à une d'écoute pour écouter d'autres étudiants, est un service qui a déjà fait beaucoup ses preuves. C'est pas une invention de Nightline et qui permet aujourd'hui de détabouiser, de stigmatiser la santé mentale et de permettre d'ouvrir la parole sur ce sujet-là très important aujourd'hui en France, notamment pour les étudiants. Et concrètement, vous avez identifié quels éléments qui nuisent à la santé mentale des étudiants et des étudiantes ? On imagine que le coût, évidemment, de la vie étudiante, la difficulté des études, le fait de devoir cumuler à la fois études pour certains d'entre eux et job, renforce justement la pression sur ces jeunes qui veulent évidemment pouvoir réussir et pouvoir à la fois réussir leurs études et réussir aussi leur démarrage dans la vie adulte. C'est le seul élément qui fait que la pression s'accroît sur leurs épaules ? À Nightline, pour les grands sujets, il y a 4 grands sujets qui reviennent très souvent en appel pendant nos services d'écoute. Ça va être en tout premier la solitude, qui est un grand problème aujourd'hui, qui a été augmenté par la pandémie et le confinement, mais qui était un problème avant et qui le restera malheureusement après. En deuxième position, on a tous les sujets qui vont donc bien toucher les études, qui sont propres aux étudiants.
En troisième position, on va avoir les relationnels, donc tout ce qui est familial, amoureux ou amical. Et en quatrième position, ça va être vraiment les stress et les angoisses des études, mais aussi de la vie quotidienne, avec aussi l'éco-anxiété qui commence à apparaître de façon importante. Oui, absolument. Éco-anxiété qui ne fait que s'accroître justement auprès des jeunes. On en parlait il y a quelques jours ici sur ce plateau, notamment avec Ticket for Change. Les défis à relever face à l'éco-anxiété, particulièrement des enseignants. Fanny, 85% des étudiants et des étudiantes se disent inquiets quant à l'avenir. Comment est-ce qu'on arrive justement, en fonction des phénomènes aussi et des raisons de la solitude et des problématiques de santé mentale qu'Alizée décrivait pour les étudiants et les étudiantes, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir leur permettre de voir le verre à moitié plein? Est-ce que c'est d'abord possible? Alors, il y a des choses, vous parliez de l'éco-anxiété, et ça, pour le coup, c'est difficile. Il faut faire la part des choses entre ce qui est normal et pathologique. C'est hélas aujourd'hui normal que d'éprouver des émotions négatives, de l'inquiétude, une peur de l'avenir vis-à-vis d'une problématique environnementale qui est réelle. Ça serait même plutôt anormal que d'absolument ne pas s'en préoccuper. Après, tout dépend si cette anxiété, elle va permettre de bouger, de mener des actions collectives comme le font beaucoup de jeunes, ou si elle va être paralysante. Voilà. Et donc, quand en effet on est paralysé, quand nos symptômes ils vont vraiment altérer notre vie quotidienne, qu'on va avoir des idées suicidaires, qu'on va déprimer, qu'on va être seul, qu'on va rater nos examens, etc. Là, effectivement, il est urgent d'oser en parler, d'oser verbaliser. Mais nous, dans les études que l'on a faites, on voit quand même que les jeunes, justement, il y a moins de tabous sur la santé mentale. Ils osent appeler des plateformes comme Nightline, ils osent faire des téléconsultations sur CARE, parce que c'est pareil, ils sont vraiment très férus du numérique, donc pour eux, c'est pas un sujet. Ils osent télécharger des applis qui vont les aider. On voit Mon Sherpa, qui est une appli que j'ai co-créée. Voilà, un petit chatbot d'accompagnement. Ils osent faire quand même tout ça, et c'est hyper important. Moi, je prône la verbalisation des émotions chez les jeunes. C'est quelque chose qui est primordial, parce que ça permet de se serrer les coudes et de voir qu'on n'est pas tout seul, en fait. Ouais, verbaliser, c'est déjà le premier pas vers l'aide, vers l'entraide et vers l'écoute de professionnels de santé. On parlait tout à l'heure notamment de ces chiffres. Aujourd'hui, 1 Français sur 5 est concerné par une pathologie mentale, et l'Organisation mondiale de la santé, qui met aussi en avant cette journée justement internationale de la santé mentale et de prévention du suicide, eh bien, considère que la dépression pourrait être la première maladie mondiale en 2030. Alizée, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant auprès des étudiants et des étudiantes que vous avez justement en ligne au téléphone via Nightline, via votre service. C'est quelque chose qui revient en effet dans nos appels, mais aussi donc Nightline, c'est pas seulement un service d'écoute, et on essaye de déstigmatiser la santé mentale en allant au plus proche des étudiants, donc en faisant des stands sur les campus, et c'est en effet des sujets qui reviennent. Mais les étudiants quand même de plus en plus, avec cette déstigmatisation, peut aller sur des plateformes comme CARE ou comme Nightline, et c'est en effet quand même une grande avancée qui va permettre peut-être dans un avenir et avec d'autres actions en parallèle de réduire ce taux de dépression qui est pour le moment très inquiétant. Oui, c'est intéressant aussi ce que vous décrivez, c'est cette présence de terrain à chaque étape. On est là en ligne pour celles et ceux dont les réflexes sont plutôt digitaux, mais on peut être aussi là sur le terrain, sur les campus, dans les écoles, pour pouvoir proposer une solution, j'allais dire, clé en main, clé en tête, en l'occurrence. Fanny, est-ce que concrètement, il y a une fracture mentale en France, de la même façon qu'on peut parler de fracture numérique ? Oui, je pense, effectivement. Alors là, ce qui était intéressant aussi, c'est de se dire que de toute façon, les urgences, elles sont engorgées. De toute façon, il y a plusieurs mois de délai d'attente pour aller voir un psychiatre. Donc, au-delà du fait de la déstigmatisation, il faut trouver d'autres outils comme Nightline, comme des applis, etc., de soutien. Parce que de toute façon, même si un jeune n'est pas bien et qui se présente aux urgences, il y a eu une vraie augmentation en 2020-2021 des urgences psy,
psy chez les jeunes, il va devoir attendre des heures ou il va se débrouiller. Non, et il va pas y arriver tout seul. Donc, c'est vrai que l'accès aux soins, et notamment chez les jeunes et pour la santé mentale, c'est super compliqué. Donc, de toute façon, là, les outils numériques, au-delà d'aider à rendre moins tabou, il n'y a pas le choix. C'est une vraie urgence que de déployer d'autres services, puisque le besoin augmente et l'offre, elle diminue. Mais il y a eu notamment la mise en place du chèque psy, c'est pas forcément si évident que ça à dire, justement pour pouvoir venir en aide pragmatique et permettre à ces étudiants et ces étudiantes de financer finalement la prise en compte de leur santé mentale. C'est suffisant on va dire, alors, dans un premier temps. C'est nécessaire, mais pas suffisant, on va dire. C'est bien, c'est un bon premier pas, tout comme le remboursement de certaines consultations de psychologues. Donc, c'est vrai qu'il y a des pas qui sont faits par le gouvernement, les institutions, la sécurité sociale, mais je pense qu'il faut vraiment plus que ça, parce qu'en fait, il y a quand même des conditions, par exemple, pour ce chèque psy. Il faut que le jeune, il ait un médecin traitant, de déclarer. Il y a des histoires de feuilles de soins. Il faut qu'il aille voir son médecin traitant qui va lui fournir une liste de psychologues agréés par le ministère et qu'ensuite lui-même, il contacte le psychologue, etc. Bon, en général, le jeune, au milieu de ses démarches, il est déjà perdu puis il laisse tomber, quoi. Donc c'est nécessaire, c'est bien, ça permet d'en parler. Suffisant, certainement pas, oui. Alors justement, Nightline et Alizé, vous avez eu la chance, ou en tout cas l'occasion, de recevoir la visite des ministres de la Santé et de la Prévention, François Braun et Agnès Firmin-Lebaudot. C'était le 9 septembre dernier. Une mise en avant de ce service parce qu'il est, je le rappelle, gratuit. Nightline est un service d'écoute qui est totalement gratuit pour tous les étudiants et les étudiantes qui ont besoin de faire appel à vous. C'est à la fois une fierté de voir que le gouvernement met en avant ces initiatives positives qui font avancer les choses. Est-ce que c'est aussi quelque part, Alizé, un moment qui est un peu frustrant où vous vous dites justement on aimerait bien qu'on puisse faire plus en la matière et qu'on nous donne peut-être plus de moyens pour pouvoir étendre nos actions? Oui, en effet, donc c'est une avancée parce que ça veut dire que le gouvernement quand même s'intéresse à cette question qui est très importante. Pour étayer un peu ce qu'on disait précédemment, il faut savoir que les recommandations internationales, c'est un psy pour 1500 étudiants. Et aujourd'hui, en France, on est à un psy pour 15 000 étudiants. Donc, on a quand même un facteur 10 entre les deux, donc un réel souci. Sachant que pendant la crise, à partir du premier confinement, le gouvernement a mis 9 mois pour trouver des solutions, donc le chèque psy, et 80 psychologues de plus pour les étudiants. Mais ce sont deux actions qui sont vraiment pas forcément pérennes. En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater dans notre dernier plaidoyer qui a été publié en juin 2022. Donc oui, c'est important et c'est super que le ministre de la Santé et de la Prévention soit venu nous rencontrer. Mais aujourd'hui, on attend vraiment une stratégie nationale pour la santé mentale établie sur plusieurs années et surtout un investissement de budget qui est nécessaire dans cette question aujourd'hui en France. Un psy pour 1500 étudiants, Alizé, vous le disiez, c'est la recommandation de l'OMS. Un psy pour 15 000 étudiants, c'est la réalité en France. Fanny, il n'y a pas une petite problématique d'équation à résoudre là, quand même. Oui, x10 à peu près. Hein. Ouais. Et voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. De toute façon, c'est vrai que la psychiatrie, c'était quelque chose d'assez à la mode dans les années 60. Et donc, en fait, là, il y a de nombreux psychiatres et psychologues qui sont en train de partir à la retraite. Ceci explique cela. Donc, je crois qu'il y en a un qui rentre sur le marché pour 3 qui sortent déjà. Et par ailleurs, donc, il y a un besoin, une augmentation chez les étudiants, mais même dans la population générale. C'est pour ça que, de toute façon, l'offre humaine, elle ne suffit plus. Donc, il ne faut pas avoir peur. Moi, je suis psychiatre pourtant. Hein. Il ne faut pas se dire, oh là là, les outils numériques vont me remplacer. Non, mais ils vont venir, je l'espère, me compléter là où, de toute façon, moi, je n'y arrive plus parce que mon agenda déborde et que j'ai 6 mois de délai d'attente. Donc, de toute façon, il y a une urgence à déployer d'autres formes de solutions. Oui, puisque les outils numériques sont une chance pour la santé mentale. C'est ce que clame haut et fort le collectif Mental Tech, le premier collectif dédié justement à l'émergence de solutions numériques en santé mentale. On va revenir dans un instant justement aux 10 innovations sur lesquelles vous misez pour justement révolutionner la santé mentale en 2023. Mais une petite question peut-être rapidement avant de finir cette première partie d'émission sur ce que vous attendez justement du gouvernement, des institutions. On l'a vu notamment avec Alizé et avec Nightline, à la fois
c'est une vraie joie d'être mise en avant, une vraie fierté, et en même temps, ça ne fait que montrer le fossé qu'il faut encore réussir à pouvoir traverser. Guillaume? Oui, et surtout, est-ce qu'il y a des mesures très concrètes que vous attendez du gouvernement? Peut-être des exemples, des best practices qu'on pourrait prendre de l'étranger? Tout à fait. Alors déjà, effectivement, que vraiment la santé mentale soit considérée comme une priorité nationale sur le prochain quinquennat, et notamment le digitaliser avec de l'injection d'un budget qui soit significatif. Et par rapport à l'étranger, il y a une vraie problématique en termes de réglementation en France, notamment sur ce qu'on appelle, on va en parler, les thérapies digitales, qui sont des médicaments numériques qui soignent réellement comme un médicament et qui sont potentiellement remboursables du coup par la sécurité sociale. On a l'exemple de l'Allemagne avec le DIGA, ça va très vite, et lorsqu'une étude clinique est menée et qu'elle est positive, ça va très vite pour être remboursé de ce type de médicaments numériques. En France, le process, il est très long, très fastidieux, et du coup, toutes nos solutions, elles sont hétérogènes, elles sont petites, elles se cassent la figure en cours de route, on n'arrive pas à aller au bout, parce que donc une simplification des process administratifs et juridiques, ça serait vraiment une aide précieuse. Simplifier pour justement gagner du temps, aller plus vite, pour aider les jeunes dans la gestion de leur santé mentale et dans la prévention. Fanny, vous restez évidemment avec nous. Alizée sera toujours avec nous aussi en duplex pour pouvoir continuer à parler de cette grande journée de la santé mentale et de prévention du suicide. Guillaume Gralet est toujours à nos côtés. On fait d'abord une pause parce que c'est le temps de faire un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap d'Edouard Degnaud. Start scanning. Scan complete. Oil level low. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Fanny Jacques, docteur, psychiatre, membre du collectif et présidente pour quelques jours encore, Mental Tech, directrice mentale santé chez Care. On est toujours aussi en duplex avec Alizée Germain, porte-parole et ancienne écoutante de l'association Nightline France, toujours en compagnie de Guillaume Gralet. C'est bien normal parce que Guillaume Gralet a une idée derrière la tech. Et Guillaume, avec toi aujourd'hui, on va passer en revue le portrait d'un nouveau héros des mathématiques françaises, Hugo Duménil-Copin. Il vient juste de recevoir la médaille Fields 2022. Oui, et puis la médaille Fields, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Ça arrive une fois tous les 4 ans. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal une fois tous les 4 ans. Maximum 4 personnes, donc on se rattrape un peu, de moins de 40 ans. Alors, c'est quand même un événement, il n'y en a pas souvent en France. On connaît bien sûr Cédric Villani, on en a une dizaine en France. Mais ce que je trouve très intéressant chez lui, c'est qu'il est enseignant à l'Université de Genève. Il est également professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques de Saclay. C'est un institut qui est une petite pépite qu'on a en France, où il y a pas moins de 10 médaillés Fields qui ont enseigné. On est au plein milieu en plein cœur de la forêt, et vous allez voir, c'est quelqu'un de très humble. Absolument. Ce qui frappe, c'est sa simplicité. Oui, alors je suis allé le voir à l'Université de Genève. Ouais. C'était pour un article pour Le Point. Il a le tutoiement très facile, une petite barbe de 3 jours. Il y a énormément de personnes qui tombent amoureuses de lui dans mon entourage. Donc ça m'a rendu un petit peu jaloux, mais il est tellement sympa. Il m'a expliqué qu'il était fan de hand. Son père était prof de sport et il a failli devenir handballeur professionnel. Et il s'intéresse à énormément de choses, la peinture abstraite, etc. Enfin, on a vraiment l'impression de retrouver un vieux copain quand on lui parle. Comme quoi, la multidisciplinarité, ça paye toujours. Et d'ailleurs, son parcours n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Oui, alors il le reconnaît, c'est ça qui est sympa avec lui, c'est qu'il dit, on est quand même assez impressionné, parce que quand il commence à expliquer ce sur quoi il travaille véritablement, honnêtement, moi je lâche très rapidement, parce que c'est vraiment... faire des calculs pour mettre au point des nouveaux matériaux, c'est à la frontière entre les mathématiques et la physique. Mais il l'explique très simplement, eh bien qu'en première, il s'est pris une grande claque. Il a eu un contrôle de mathématiques qui s'est très mal passé. J'ai beaucoup appris de cet échec, explique-t-il, en particulier à ne pas céder à la panique, à savoir rester humble et à rediriger mon énergie dans une nouvelle direction. J'ai travaillé dur et j'ai remonté la pente. A posteriori, ce fut un acte fondateur. Donc, ça s'adresse à tout un chacun qui n'a pas forcément toujours réussi un contrôle de maths. Mais absolument, toujours apprendre de ses échecs, c'est la leçon même de la vie. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres rencontres clés dans son parcours. Oui, alors, ça s'est passé un peu plus tard. Il a rencontré notamment Yves Duval, un professeur en 2e année de prépa. Il dit, ça m'a donné le goût des mathématiques, c'était jubilatoire. Donc, il explique très bien d'ailleurs que faire des maths, j'ai montré ça à ma fille aînée, on en parlait tout à l'heure. Au début, elle me prenait de haut, etc. Je lui ai dit, mais qu'il peut y avoir un certain plaisir en fait à résoudre certains problèmes. Ça, il en parle très très bien. Il a également fait la rencontre de Jean-François Le Gall, un professeur de l'Académie des sciences, qui lui a fait découvrir les probabilités avec une telle grâce, explique-t-il, que l'on ne pouvait que tomber amoureux du domaine. Wendelin Werner, dont il va être un étudiant en master. C'est durant son cours que j'ai eu un coup de foudre pour la physique statistique, en particulier le modèle d'Ising et la percolation. On voit bien énormément tout un vocabulaire amoureux lorsqu'il parle des maths, ça donne envie d'en savoir plus. C'est ce que j'allais te dire, il y a beaucoup d'amour dans cette chronique aujourd'hui, Guillaume. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? D'ailleurs, il n'y a pas de risque de devenir asocial quand on est mathématicien, en tout cas certainement pas avec Hugo Duminil copain. Mais par contre, il y a un mathématicien qui te fascine aussi, qui est né en Allemagne. Je pense que je vais écorcher son nom à ce stade. Il s'appelle Alexandre Grothendieck. Oui, on en avait déjà parlé, Marjorie, tu te rappelles? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mathématiciens très géniaux qui perdent un peu le fil à un moment. C'était le cas, par exemple, du mathématicien français Évariste Galois. Ça a aussi été le cas d'Alexandre Grothendieck, qui est un peu une légende dans cet institut des hautes études scientifiques de Saclay. Alexandre Grothendieck, il est né en Allemagne, il est devenu apatride, il a vécu longtemps en France. Et honnêtement, il vivait comme un ermite. Il y a d'autres mathématiciens russes qui ont eu la même existence. Alors, Hugo Duminil-Copin, il explique que quand on est vraiment dans un problème, ça peut devenir obsessionnel. Il a conscience de ce danger. C'est donc hyper important de savoir se faire déborder un peu. Cela permet aux idées de venir, mais tout en gardant une certaine forme de contrôle. Ça permet de prendre du recul parce que lorsqu'il parle des mathématiques encore, il explique... Je ne fais que vous écouter, Guillaume Gralet. La beauté... Moi j'écoute Hugo. Il explique que la beauté d'une démonstration peut venir du fait qu'elle est succincte, harmonieuse et qu'elle utilise une idée inattendue. Alors, il y a une dernière leçon de vie, parce que honnêtement, j'ai beaucoup appris en l'écoutant et en le rencontrant 2 fois, j'ai eu de la chance. Il dit que rien ne prédestine, on va revenir aux étudiants qui nous regardent, aux élèves, rien ne prédestine a priori à être bon en maths. Quand nous jouons au sudoku ou quand nous résolvons une énigme, nous prenons simplement plaisir à jouer avec notre cerveau et donc à faire des maths. Nous sommes un peu tous des matheux sans le savoir. Je veux que personne ne se sente hors jeu, c'est un petit peu sa leçon. Absolument, merci pour ce beau portrait. Puis je vois que Hugo Duminil-Copin est un nouvel ami pour Guillaume Gralet. Moi, ça me, voilà. Moi, j'avais un peu tendance à être un peu Il fallait que je la fasse. Voilà. Mais en effet, c'est assez réjouissant quand on entend ce dont témoigne Hugo Duminil-Copin, Fanny, auprès de Guillaume, cette idée de se dire que
oui, on n'a pas forcément tous les mêmes prédispositions au départ ou les mêmes intérêts. Mais c'est pas grave, on peut avoir été pas si bon que ça en maths au lycée et finalement finir médaille Fields. Ça veut dire que l'espoir est toujours là. On peut toujours être agile, on peut toujours s'adapter. Oui, moi je viens d'apprendre que je suis une matheuse, donc tout au fond de moi. Donc ça, je suis assez ravie de le savoir. Merci. Mais oui, je suis d'accord. C'est vraiment par les temps qui courent, c'est une vraie touche d'optimisme et même, à la rigueur, même pas d'optimisme, de réalisme en fait, parce que quand on n'est pas bien, on a tendance à maximaliser ce qui va pas et à minimaliser ce qui va et d'avoir une sorte des lunettes noires, un filtre de lunettes noires qui nous fait voir la réalité de façon déformée, un devoir de maths qui se passe mal et c'est notre carrière qui est en péril. Donc c'est important de prendre du recul et de se dire que oui, tout est toujours possible. Il en est visiblement l'exemple et moi je vais me mettre au maths alors. Les conseils de Dr Fanny Jacques, évidemment, retenez-les, sinon vous pouvez aller sur CarePsy pour pouvoir avoir accès à un chatbot qui vous aidera, là aussi, à avoir des conseils en matière de bien-être et de santé mentale, car vous l'avez compris, on continue à parler de cette journée internationale de la santé mentale et de prévention du suicide. Tout de suite, c'est la deuxième partie de notre talk. Et on va revenir avec Fanny Jacques, avec Alizé Germain, avec Guillaume Gralet sur ce plateau, notamment sur les coûts cachés d'abord de la santé mentale. En effet, on en parlait en première partie de cette émission, Fanny, chaque année, ça coûte 109 milliards d'euros à l'assurance maladie. Si on prend juste en compte les coûts directs, ça ne donne pas une idée des coûts cachés, des coûts induits justement par le manque de prévention quant à notre bien-être et à notre santé mentale. J'imagine qu'avec le collectif Mental Tech, on a essayé d'élaborer un chiffrage un peu plus précis, une cartographie aussi des endroits où la santé mentale est mieux prise en compte que d'autres. Oui, alors on a essayé, notamment on a regardé sur l'entreprise et par exemple on a sorti une étude, ça coûterait à une entreprise, chaque collaborateur en souffrance coûterait à l'entreprise environ 15 000 euros par an et par salarié en souffrance et il faut savoir qu'il y en a quasiment 1 sur 3 sur l'année 2021, donc le chiffrage est quand même vite énorme. Si on utilisait mieux le numérique, un autre chiffre qu'on a réussi à avoir, c'est a priori, on pourrait économiser 15 milliards par an si on utilisait mieux le numérique dans la prévention en santé mentale. Il faut vraiment mieux prévenir que guérir en santé mentale, c'est très important. Plus que jamais. Guillaume. Oui, alors j'ai une question très terre à terre parce que j'adore les écrans, je passe énormément de temps devant, peut-être sans doute un peu trop, mais on m'explique en même temps, on nous explique bien que ça peut créer un peu de l'addiction, ça peut également nous amener certaines fois à de la solitude, à des bulles d'enfermement. Alors comment on peut avoir un bon usage du numérique très concrètement? Non, bien sûr, c'est une vraie question et que l'on nous pose souvent. C'est-à-dire que c'est à la fois le poison et le remède. Hein, c'est le pharmacon, comme on l'appelle. Et donc, comment trouver le juste équilibre et être dans la qualité plus que dans la quantité, peut-être. Pour moi, la bonne utilisation du numérique, c'est une utilisation en pleine conscience. Et je pense que vous l'avez déjà pratiqué, et moi également. On prend notre téléphone pour regarder le prochain film qui passe au ciné et on se retrouve à regarder les réseaux sociaux et finalement au lieu d'y passer 3 minutes on y aura passé 40 et on n'est pas en pleine conscience de son utilisation. Moi je pense que ce qui est important c'est de toujours se dire qu'on est sur son écran. Pourquoi est-ce qu'on y est? Pourquoi on est dans cette pièce virtuelle? Est-ce que c'est pour faire de la méditation, un exercice de santé mentale ou apprendre le russe ou que sais-je encore, hein? Tout ça sont des bonnes utilisations. À la rigueur, c'est même pas tant la quantité, mais la qualité. Qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi on est dedans? C'est ça qui est important, c'est être en pleine conscience de sa connexion. Et toujours, justement, revenir au pourquoi, au purpose. Pourquoi est-ce que j'utilise mon écran? Dans quel but? Ça, c'est aussi intéressant parce que Mental Tech, évidemment, on l'a vu, il y a énormément d'entreprises et de start-up et scale-up de la santé mentale et du care qui participent au collectif. Vous étiez 7 au départ, je crois, au moment du lancement en mars, oui. Une vingtaine aujourd'hui, notamment avec Quid, Petit Bambou, HypnoVR, Imaba, qu'on recevait il y a quelques jours ici dans l'école du futur. Et ce que vous lancez, justement, pour ce 10 octobre, pour vraiment souligner cette journée de la santé mondiale de la santé mentale, ce sont 10 innovations technologiques qui pour vous vont littéralement révolutionner 2023 notamment et la prise en charge de la santé mentale. Alors évidemment, on peut parler notamment avec Guillaume de réalité immersive, virtuelle, augmentée, du métavers,
de Web3 ou de blockchain qui peuvent aussi aider, d'objets connectés, là aussi, qui peuvent aider à prendre en compte le bien-être des patients et des patientes, la reconnaissance faciale, vocale. Mais il y a d'autres technologies qui m'ont particulièrement étonnée, intéressée. Je pense avoir fait une parfaite étymologie et décryptage. Pas du tout. Le phénotypage digital. Alors, je pensais benoîtement, moi, qu'il s'agissait de pouvoir mieux cartographier les pathologies de santé mentale. Pas du tout, je me suis plantée. Alors, on en a parlé tout à l'heure, donc effectivement, non. Phénotypage digital, comme je vous l'expliquais Marjorie, le phénotype humain, c'est de se dire que je suis blonde aux yeux bleus, que vous êtes châtain, les yeux noisettes, et donc chacun est un être unique, il a son propre phénotype. Bon, ça c'est le phénotype génétique. Et bien il y a aussi le phénotypage digital, c'est en fait que chaque utilisation de smartphone d'un individu à l'autre est unique. La vitesse de frappe, le nombre de SMS, le nombre d'heures passées sur les réseaux sociaux, la fluence verbale, la rapidité, etc. Tout ça, ça nous donne une sorte de carte de notre utilisation. Et quand on a une problématique de santé mentale, par exemple une dépression, eh ben cette carte, elle va changer. On va écrire moins de messages, notre voix, elle va diminuer, notre visage ne va pas être le même, etc. Et bien ça peut être des données qu'on va recueillir via le smartphone de façon anonyme pour détecter des signes avant-coureurs, avant même que le clinicien ou le patient ne s'en rende compte. Mais ça peut être un élément extrêmement intéressant, en effet, d'avoir ces datas de consommation des écrans. Mais concrètement, c'est quoi? C'est du déclaratif ou vous avez la possibilité de récupérer les informations envoyées notamment par ces applications qui vont nous prévenir sur le temps d'écran, parfois un petit peu trop long, passé sur nos différents appareils? Comment est-ce que concrètement, on peut avoir des données fiables? Vous avez raison. Donc, dans le phénotypage digital, il va y avoir deux sortes de données qu'on appelle actives et passives. Les données actives, ce sont des données déclaratives. Par exemple, un bot qui va vous demander régulièrement notez votre morale de 1 à 10, quelle est votre émotion, comment a été votre sommeil. Ça, c'est du déclaratif et c'est OK. Les données passives, c'est-à-dire la captation de données sans intervention de l'utilisateur, par exemple la vitesse de frappe de vos SMS, pour le moment, on y travaille uniquement en recherche et en développement, puisqu'on n'a pas le droit, et c'est bien normal, tout ça c'est très réglementé, on n'a pas le droit de recueillir comme ça de la data de façon sans anonymiser, sans accord de l'utilisateur à des fins commerciales. Absolument. Donc là, on est dans de la recherche et du développement, mais les dernières études montrent qu'il y a vraiment des champs à explorer et que c'est très prédictif de symptômes. Données de santé qu'on connaît bien, Guillaume, qui sont de la nitroglycérine à l'état pur, exactement. La CNIL, évidemment, qui fait extrêmement attention à la façon dont les acteurs, à la fois des medtech, des mental tech et du care, peuvent justement s'en emparer, les utiliser, les anonymiser et ensuite les traiter. C'est un enjeu absolu pour l'économie numérique. Oui, on l'a vu très récemment d'abord dans le stockage des données avec toutes les ambitions du Health Data Hub et toutes les hésitations, c'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de puissance de calcul, de puissance de stockage et il n'y a peut-être pas encore d'acteurs français, pas encore assez d'acteurs européens qu'il faut peut-être encourager. Et puis on le voit aussi à travers la multiplication des ransomware, les rançongiciels, avec l'attaque contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes et la divulgation sur le darknet de données très, très sensibles. Ça reste très très fragile. Même si c'est au cœur, effectivement, de tous les progrès, c'est ça toute la difficulté, je pense. Exactement. Plus on a de data et meilleurs seront les progrès. Mais sauf que pour avoir de la data, il faut que tout ça soit hyper sécurisé. Et donc, c'est aussi le paradoxe. C'est pour ça que ça va lentement, oui. J'ai envie justement de renvoyer la question à Alizée, à Nightline France. Alors, on le rappelle, Nightline, c'est vraiment ce service en peer-to-peer d'écoute 24 heures sur 24, vraiment créé par les étudiants, pour les étudiants. Comment est-ce que la technologie vous aide justement, Alizée, à aller plus loin dans l'écoute de ces jeunes qui ont besoin justement de faire appel à vos services? On le rappelle, c'est un service totalement gratuit. Est-ce qu'il y a justement de développement prévu à l'avenir avec plus ou moins de tech utilisée par Nightline? En effet, pour le moment, on a une place centrale, notamment dans notre service d'écoute, avec nos bénévoles qui font un super travail avec la péridance dont on parlait au début. Donc, on ne tend pas du tout aller vers un chatbot. Nous, pour la tech, on utilise pas mal donc, déjà des réseaux sociaux, notamment Instagram et les sites comme Je peux en parler, qui va donner des clés pour soit trouver de l'aide si on en a besoin, ou alors aider quelqu'un qui en aurait besoin dans nos proches.
Et donc, on développe pas mal d'outils à Nightline. Et donc, pourquoi pas, dans un futur, tendre vers une application, par exemple, mais pour cela, il faudrait des financements et des experts Podatech. Donc, peut-être quelque chose à faire avec les collectifs Mental Tech, par exemple, dans les années qui arrivent. Et oui, je rappelle que Nightline, aujourd'hui, c'est 249 bénévoles. C'est très précis. Et le service d'écoute a été lancé en 2017. Vous avez reçu près de 28 825 contacts par appel directement ou par chat, comme vous le disiez, ou sur les réseaux sociaux. C'est donc un volume considérable, en effet, d'appels que vous avez dû justement gérer. Il y a plein d'autres technologies absolument incroyables qui sont dans votre cahier de tendance pour le collectif Mental Tech, Fanny. Il y a les thérapies digitales. Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que ça a l'air d'être très vaste comme champ. Alors, pas tant que ça, en fait. La thérapie digitale, c'est un médicament numérique. C'est-à-dire qu'il faut passer par une étude clinique qui va démontrer l'efficacité en termes de prédiction de symptômes, de diminution de la rechute, mais également d'efficacité pour le clinicien. Ça optimise son temps, ça lui permet d'aller plus vite. C'est ça la thérapie digitale. Par exemple, en oncologie, eh bien, c'est suivre un patient via une appli pour essayer, en lui posant des questions, des données déclaratives, pour essayer de voir s'il n'a pas une rechute de son cancer, des effets indésirables de son traitement, et de là, qu'il puisse être orienté plutôt vers son oncologue, et donc diminuer le risque de la rechute ou d'arrêt de sa chimiothérapie, par exemple. Voilà, c'est ça, et c'est ce qui demande 18 à 24 mois d'études cliniques afin d'être validé et ensuite soumis à un process qui permet le remboursement par la sécurité sociale. C'est un process qui est très long. C'est ça la thérapie digitale. Et ce qui est absolument fondamental. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui seraient éventuellement professeurs des écoles, notamment, comment est-ce qu'on peut accompagner ces élèves quand on voit peut-être que leur bien-être est parfois atteint, notamment en classe. Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Vers quels outils est-ce qu'on peut les envoyer concrètement? Ouais, il faut savoir que là, l'année dernière, un adolescent sur 8 a présenté des idées suicidaires. Donc, on en parle aujourd'hui puisque c'est aussi la journée de la prévention du suicide. Et lorsqu'on est enseignant, aidant, un proche d'un enfant ou d'un ado dont on sent qu'il pourrait avoir des idées noires et qu'il n'est pas bien, déjà, je pense que la première chose à dire, c'est qu'on a le droit de dire le mot suicide. Est-ce que tu as des idées suicidaires? C'est pas pour ça qu'on va lui donner l'idée. C'est un mot tabou et pourtant il ne faut pas que ça le soit. Il faut pouvoir lui demander, lui poser des questions, le faire verbaliser absolument. Et si jamais c'est le cas, alors évidemment, il ne faut pas laisser cet enfant seul. Il faut vraiment essayer de lui expliquer qu'une crise suicidaire, des idées noires, ça passe. C'est pas vraiment qu'on a envie de mourir, c'est juste qu'on a envie que la souffrance s'arrête et qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions que celle-ci. Donc il ne faut pas le laisser seul et il faut pouvoir l'accompagner vers des structures, peut-être les urgences, si pour le coup c'est vraiment urgent, vers un psychiatre, un psychologue, un pédiatre même, un médecin généraliste, vraiment l'entourer, le déculpabiliser, ne pas le juger, être dans l'empathie, sans trop s'investir non plus nous-mêmes, parce que c'est dur pour un enseignant de voir un ado de 12 ans, enfin voilà, donc c'est difficile aussi de trouver la limite. Voilà, en tout cas pour tous ces conseils, ne pas le laisser seul, le faire verbaliser, l'emmener vers une équipe soignante, plutôt en urgence. Alizée, ce sont aussi ces relais, ou c'est plutôt le rôle de relais que vous jouez aussi avec Nightline France, notamment sur la question de prévention du suicide, qui est très prégnante pour les étudiants et les étudiantes auxquels vous adressez. Comment est-ce que les écoutes, les conversations qui sont portées chez Nightline sont suivies par justement un acte avec un professionnel de santé, une psychiatre, une psychologue, par exemple? Comment est-ce que vous pouvez les renvoyer justement sur les bons parcours de soins? À Nightline, on est complémentaire des psychologues. On a une écoute active et on ne remplace pas du tout un psychologue. On ne fait pas de suivi avec nos bénévoles, donc c'est vraiment pour vider son sac sur l'instant quand on nous appelle. Par contre, si la personne vient avec un souhait de trouver un psychologue ou du personnel soignant, nous, on peut l'aider dans cette démarche-là s'il formule cette demande. Pour pouvoir le réorienter ensuite et qu'il trouve un parcours de soins adapté. On a aussi un annuaire, donc pour l'instant c'est surtout pour la région parisienne, mais qui permet de trouver tous les psychologues et tous les accès aux soins gratuits pour la santé mentale.
Donc c'est une action qui, on espère, va se développer pour toute la France pour aider tous les étudiants à avoir accès à tous ces services dont souvent ils n'ont pas connaissance. Et on rappelle évidemment que ce 10 octobre, c'est également la journée mondiale de prévention du suicide. Un suicide toutes les 30 heures. C'est le chiffre alarmant de cette journée, bien que le taux de suicide tente justement à baisser depuis 20 ans. Guillaume, une dernière question pour Fanny et Alizé. Non, je découvre beaucoup de choses et c'est vrai que si je retiens quelque chose, c'est qu'il faut verbaliser en tout cas. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas... surtout pas essayer de cacher, juger, et c'est très important en fait d'en parler, quoi, de garder le dialogue. Oui, parce que c'est le problème en santé mentale, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que plus on va avoir une forme, par exemple, de dépression souriante, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'on garde pour soi, et plus en fait ça nous épuise. C'est épuisant, on l'a peut-être tous déjà vécu, quand on n'est pas bien, d'essayer de paraître et de sourire, etc. Plus ça nous épuise et plus ça amplifie notre souffrance et notre problématique. Et après, on est dans un cercle vicieux, on n'arrive pas à s'en sortir. J'avais une dernière question, si effectivement, comme dit Marjorie, peut-être ça baisse un tout petit peu, ça tend à baisser en ce moment. Est-ce que si on se projette, si on revient 30 ou 50 ans en arrière, de quand datent les chiffres les mieux documentés, et est-ce qu'on voit une vraie tendance à une augmentation en fait avec le long terme ou pas du tout? Une augmentation sur la tendance suicidaire chez les jeunes? Ah oui, tout à fait. Ah oui, là, sur les dernières années, mais même si on va un peu plus loin, sur les 20-30 dernières années, ah oui, il y a réellement une augmentation des dépressions, des suicides. C'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. En France, ce n'était pas le cas avant. Merci. Et heureusement, il y a des solutions. Vous l'avez vu aujourd'hui avec le collectif Montaltech, 10 innovations qui peuvent définitivement révolutionner la prise en charge de la santé mentale en 2023, avec les initiatives et associations comme Nightline France, Alizé, Nightline, en effet, qui est à votre écoute. Si vous êtes étudiant ou étudiante, vous pouvez faire appel à ces services dans toute la France. Et je crois qu'il y a notamment l'ouverture de prochaines antennes qui sont prévues pour Nightline. Merci Alizé d'avoir été avec nous. Merci Fanny et Jacques comme chaque fois. Et merci à Guillaume Gralet, évidemment, pour cette idée derrière la tech. On se retrouve demain pour une autre émission, pour une autre école du futur.